Dans la région de Donetsk, le village de Velika Novosilka est tombé aux mains des Russes. Si vous n'aviez pas entendu le nom de ce village auparavant, eh bien retenez que c'est le second succès important des Russes de l'année 2025, après la chute de Kurakhove au tout début d'année. Et que c'est un nouvel échec ukrainien qui visiblement a entraîné l'encerclement et la capture de plusieurs centaines de soldats. Bonjour à tous, c'est Sébastien et bienvenue dans cette vidéo où l'on constate encore une fois l'avancée russe dans l'est de l'Ukraine, qui est une avancée continue même si elle est un peu ralentie par rapport aux derniers mois de 2024. Donc Velika Novosilka, c'était un village, une petite ville de 5000 habitants avant 2022. Il n'avait pas été inquiété par les combats pendant très longtemps, mais après la chute de Vuhledar, donc fin septembre, début octobre 2024, eh bien les Russes ont pu progresser rapidement à travers la steppe sans rencontrer d'obstacles naturels ou urbains. Et le premier de ces obstacles, ça a été Velika Novosilka, sur lequel s'est accentuée une pression très forte. Déjà au tournant de l'année 2025, la position des Ukrainiens était sérieusement compromise, mais il y a une semaine, les Russes ont pris le village de Vremivka, donc que vous voyez sur la carte, et les troupes ukrainiennes qui tenaient Velika Novosilka se sont retrouvées menacées d'encerclement. Pourtant, elles sont restées sur place et effectivement, elles ont été encerclées. Et j'utilise cette carte du milblogger, du blogueur militaire russe Rybar, qui montre très bien cet encerclement. La carte est datée du 23 janvier. Selon les experts du groupe d'observation Blackbird, il y aurait eu plusieurs centaines de soldats ukrainiens qui se seraient retrouvés dans cette poche au sud et qui ont donc fini prisonniers. Et aujourd'hui, 27 janvier, les Russes ont officiellement annoncé la capture de la ville. Le haut commandement ukrainien, il assure qu'une bonne partie des soldats ukrainiens ont réussi à échapper à l'encerclement et que d'ailleurs des combats sont encore en cours pour le contrôle de la ville. Mais ça, c'est un exercice de communication auquel on est habitué venant du haut commandement ukrainien. Et franchement, on voit mal comment est-ce que l'armée ukrainienne pourrait reprendre pied dans la ville ou comment est-ce que les soldats de la poche sud aurait pu échapper à l'encerclement. Et toujours selon le groupe Blackbird, cet encerclement, eh bien, il était prévisible. Et le fait d'avoir attendu aussi longtemps pour ordonner le retrait final, eh bien, c'est soit la preuve d'une incompréhension de la brutalité de la situation sur le terrain, soit une stratégie suicidaire. En tous les cas, ce qui s'est passé à Velika Novosilka est vraiment problématique, d'autant plus que ce n'est pas la première fois et il y a des risques que ce ne soit pas la dernière. Donc, les Ukrainiens sont encore sur la reculade et sans le couvert des infrastructures urbaines de ce village, petite ville, bourgade, des infrastructures urbaines qui sont en ruine, est-il vraiment besoin de le préciser que ce que la Russie a conquis c'est encore un nouveau champ de ruines, mais bon bref, sans le couvert de ces infrastructures urbaines, eh bien les Ukrainiens se retrouvent en rase campagne et les Russes se retrouvent face à un espace rural assez libre et ouvert où ils peuvent avancer sans vraiment rencontrer d'obstacles. Les Ukrainiens de la 110e brigade qui tenaient Velika Novosilka, ils rassurent en mettant en avant la barrière que forme la rivière Mokryali et qui pourrait stopper les avancées des Russes. Mais il faut voir que ces mêmes Russes, eh bien, ils ont déjà pris pied sur les deux rives de cette rivière, en fait. Et donc, la Mokryali ne représente pas du tout un obstacle insurmontable. Ce qui fait que les prochains obstacles qui seront vraiment de nature à compliquer les avancées russes, ce seront les centres urbains de Veliko-Mikhailivka et de Pokrovsk. Donc, Pokrovsk n'est pas Pokrovsk, ce sont deux villes différentes. Et aussi la grande route M15. Et je mentionne cette route puisque les Ukrainiens ont déjà établi le long de cette artère des fortifications assez solides et donc on verra évidemment dans les prochaines semaines, les prochains mois si elles tiennent. Il y a une leçon intéressante que l'on retient de la bataille pour Velika Novosilka, c'est que selon la 110e brigade ukrainienne donc qui tenait la ville, eh bien les Ukrainiens et les Russes étaient à égalité en termes d'équipement, mais c'est la supériorité numérique des Russes et aussi leur tactique d'assaut par petites unités mobiles qui a fait la différence. Et ça confirme encore une fois le différentiel qui est à l'avantage de la Russie. Et donc, puisque les Russes, ils ont plus d'hommes que les Ukrainiens, il y a de fortes chances qu'ils continuent leurs avancées, puisque, je l'ai déjà dit ici, la perspective d'un cessez-le-feu facilité ou imposé par l'administration Trump, eh bien, elle n'est plus du tout immédiate. Ce qui fait que ce qui se passe sur le front reste particulièrement important. Et donc, on peut poursuivre ce tour d'horizon en remontant vers le nord sur la carte, où on voit que les Russes
Ils poursuivent leur manœuvre de contournement de Pokrovsk. Ils ne sont maintenant plus qu'à 2 km de la ville, avec déjà des groupes de reconnaissance qui mènent quelques opérations dans la ville même. Les Russes aussi ne sont plus qu'à quelques kilomètres des frontières de l'oblast de Dnipropetrovsk. Ça, c'est hautement symbolique, il faudra y revenir un jour. Mais surtout, le plus important, c'est qu'ils sont en passe de couper la route T0504. Et ça, évidemment, ça va sérieusement compliquer la circulation pour les Ukrainiens et donc tous les processus logistiques de ravitaillement, renfort et évacuation. Si on continue sur la carte, les Russes, ils ont quasiment pris Toretsk. De facto, les Ukrainiens ne sont déjà plus présents dans la ville. En fait, ils ne tiennent que quelques mines qui sont en bordure de Toretsk. Et la chute de cette ville, qui semble maintenant inéluctable, eh bien, elle compliquera sérieusement la défense de Chassiv Yar. Chassiv Yar qui tient, grâce à sa position avantageuse en hauteur et protégée par un canal. Là, vous le voyez sur la carte, Chassiv Yar est juste en face de Bakhmut. Et les Russes, donc depuis l'hiver 2022-2023, eh bien, ils n'ont pas réussi à percer les défenses de Chassiv Yar. Mais une fois que Toretsk sera bel et bien tombé, les Ukrainiens risquent d'être pris à revers. Et avec la chute de Toretsk et de Chassiv Yar, eh bien, c'est Konstantinivka qui sera en danger. Et avec Konstantinivka, eh bien, le début de cette grande conurbation qui unit Konstantinivka, Druzhkivka, Kramatorsk et Slaviansk. Bon, et puis encore plus au nord sur la carte, on voit que les Russes, eh bien, ils poussent sur Liman et sur Kupiansk, mais pour l'instant sans grand succès. Ce qui caractérise vraiment la poussée russe depuis l'été dernier, c'est leur capacité à pousser sur plusieurs endroits en même temps, ce qui n'était pas le cas auparavant et qui crée réellement une différence sur le terrain. Et pour terminer ce tour d'horizon, il y a quand même un endroit où leurs efforts ne payent pas véritablement, c'est Koursk, où les Ukrainiens tiennent assez fermement autour de Soudja. Donc si on prend un peu de perspective, on voit que le mois de janvier 2025, ça a été la continuation des poussées russes, et donc par extension de cette mauvaise séquence pour les Ukrainiens qui sont sur la reculade et qui accusent de sérieux problèmes de ressources humaines, de logistique, mais aussi de stratégie. Le grignotage russe, il reste très localisé dans le sud-est du pays et comme je l'ai dit en introduction, eh bien, il a ralenti au mois de janvier par rapport aux grandes poussées des mois de décembre, novembre, octobre. Et donc l'Ukraine ne va pas s'effondrer demain. Mais alors que je préparais cette vidéo, j'ai vu une dépêche du média ukrainien Ukrainska Pravda qui raconte qu'il y aurait eu une réunion à huis clos entre des députés donc de la Verkhovna Rada du Parlement et des militaires, y compris Kirilo Budanov, le chef du renseignement militaire. Et un député lui aurait demandé combien de temps l'Ukraine pouvait tenir dans ces conditions, et lui aurait répondu que si jamais il n'y a pas de négociations qui s'ouvrent avant l'été, alors se mettront en place des processus très dangereux pour l'existence même de l'Ukraine. C'est une déclaration qui n'est pas officielle, qui a simplement été fuitée par un des participants à cette réunion et qui a tout de suite été démentie par la direction du renseignement militaire. Mais il n'empêche que ça et tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, eh bien ça donne à réfléchir, à la fois pour les observateurs comme nous, mais aussi bien sûr pour les décideurs politiques et pour les militaires qui doivent sérieusement s'atteler aux problèmes structurels auxquels ils font face depuis des mois. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je file et je vous retrouve très vite.